Merci tout le monde. Merci Benjamin de ton assistance vraiment précieuse et d'avoir surmonté tous les obstacles pour nous Ouais. aider à mettre en place cette session. Merci encore une fois. Merci Laurence d'avoir été vraiment très euh, solidaire dans ta démarche avec nous pour pouvoir intégrer cette dynamique extraordinaire et pouvoir contribuer à avec nos moyens et à notre manière à vos efforts, des efforts qui sont très reconnus mondialement dans la communauté internationale de l'économie sociale et solidaire. Je tiens à féliciter Global Social and Economic Forum pour cet appui, pour toutes ces initiatives extraordinaires. Personnellement, je trouve beaucoup de plaisir à partager avec les membres de ce réseau. D'un point de vue contenant comme contenu, il y a beaucoup de matière grise qui s'est développée pour accompagner les acteurs de l'économie sociale et solidaire en vue de réussir sa tâche, la tâche de rester à la fois proche des dynamiques territoriales locales, tout en s'appuyant sur une expertise qui se développe jour après jour, d'abord par les formations, le réseautage et le partage de l'information et des idées que le Global Social and Economic Forum a déjà initié depuis plusieurs années. Donc aujourd'hui, dans l'Observatoire des transformations sociales que je représente et en ma qualité de modérateur, etc., donc nous sommes très heureux de partager ce moment avec aussi les intervenants qui s'intéressent à la question de l'économie sociale et solidaire et qui vraiment ont apporté leur contribution assez intéressante à la question de l'économie sociale et solidaire partout dans le monde, dans tous les continents. Je veux aussi voilà, les introduire avant de leur donner un mot de présentation, plusieurs pays, plusieurs visions, plusieurs regards qui convergent aujourd'hui pour contribuer à l'essor des acteurs de l'économie sociale et solidaire en Afrique. Dieu sait que nous avons besoin de ces espaces d'échange. Zoom nous présente aujourd'hui l'occasion techniquement, mais nous sommes vraiment déterminés à aller de l'avant pour installer une réelle dynamique d'échange avec Global Social and Economic Forum, l'Observatoire des transformations sociales. Donc avec nous, il y a Fabrice Adef Balou, qui est président de l'ONG Project, la Côte d'Ivoire. Et avec nous aussi Ahmed Soussi, professeur à l'UQAM au Canada, département de sociologie, qui est un grand ami avec qui on a commis un dernier numéro de la revue Intervention économique sur les épistémologies du Sud. C'est une plateforme de réflexion épistémique destinée notamment aux pays du Sud pour développer des outils, des réflexions et des façons de faire particulières pour enrichir cette boîte à outils de l'intervention territoriale. Avec nous également Ernest Messina, qui est un ami, un professeur à la faculté de Douala, à l'université de Douala au Cameroun. Jacinto Santos, un des acteurs incontournables de développement territorial et la gouvernance locale au Cap-Vert, un pays qui nous est très cher. Shadia Rari, qui est doctorante et chercheur membre de l'OTS, et Youssef Lux, qui est doctorant et chercheur à l'OTS. Donc cette dynamique, comme vous voyez,
s'installe, mais il cherche également à créer des synergies entre les générations. Donc, nous avons avec nous des personnes de plusieurs niveaux intellectuels, mais aussi d'expériences variées et différentes. Et nous avons également des jeunes qui veulent apprendre à évoluer. Et c'est ça, me semble-t-il, le principal atout de l'économie sociale qui permet de créer des relais dans le territoire, dans la communauté et intergénérationnelle et intercatégorielle. Donc, notre objectif, si vous le permettez, de cette session, il consiste en créer. Pardon, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Vous pouvez me confirmer ça? L'objectif principal de cette session, c'est justement comment comprendre les dynamiques qui sont mises en place dans le continent africain durant les dernières années, justement en matière de changement des pratiques de l'action publique et cette montée sans précédent de ce qu'on appelle les formes d'expression citoyenne qui sont véhiculées d'abord par la société civile et par les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ces expressions sont généralement véhiculées par ces acteurs pour donner la parole aux catégories, aux groupes longtemps stigmatisés d'une manière ou d'une autre, mais aussi donner le point de vue de la société civile dans les transformations qui concernent son territoire et leur pays. Donc, les acteurs de la société civile sont amenés aujourd'hui à créer de la valeur ajoutée, justement, et de ne pas rester rigide face aux propositions qui émanent souvent de la puissance publique. Quand on dit puissance publique, c'est-à-dire l'État, et comment justement, à partir d'un outillage et un travail sur soi, la société civile peut justement contribuer favorablement à la création d'une démocratie locale et à la création d'une réelle dynamique de partage et de participation et de co-construction des projets locaux. Est-ce qu'il y a je vois une main levée, j'imagine que Benjamin sera en mesure de... Voilà, donc les principaux axes de cette session consistent en une analyse des interactions entre l'État et les acteurs de la société civile et de l'économie sociale autour de projets de territorialisation des politiques publiques de développement. Donc ça, c'est un premier axe donc, sur lequel on va poser une question à chacun des intervenants et à chacun de réagir 2-3 minutes à sa façon, peut-être plus pour détailler davantage une expérience donnée selon les pays, selon les contextes. Le deuxième axe concerne les stratégies des acteurs de la société civile et les acteurs de l'économie sociale dans les formes de régulation et de gouvernance, de récupération et d'appropriation des dynamiques du dialogue territorial local. Et en troisième lieu, l'engagement de la société civile dans la co-construction de solutions innovantes. Ici, je fais appel, bien entendu, à la question de l'innovation sociale à proprement dit. Benjamin, on peut passer au deuxième slide, s'il vous plaît. Un retour en arrière, un petit flashback. Très bien, merci. Donc, les questions vont toucher également les formes de dialogue territorialisées à l'échelle locale, les formes de satisfaction aux exigences pressantes des citoyens, le développement institutionnel, comment il a été appréhendé et mis en place par les acteurs de la société civile, les formes de territorialisation des projets de développement et l'intégration des politiques des minorités, etc., le respect de l'égalité des chances, l'approche et l'engagement pour les objectifs du millénaire pour le développement durable, que vous savez.
Donc, ces éléments-là seront évoqués conjointement par des acteurs, par des chercheurs et par des praticiens et par des experts également. Donc, je donne la parole tout de suite à Jacinto Santos de Cap-Vert pour exprimer son point de vue par rapport à notre première axe, s'il vous plaît. Jacinto, on vous écoute. Jacinto Santos, je demande à tous les participants, s'il vous plaît, de couper le Alors, son et la vidéo au moment où un autre intervenant intervient. Merci. ça va, vous m'écoutez bien? Très bien. Très bien. Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je participe dans cette réflexion virtuelle. Rapidement, nous sommes en ce moment justement à la fin de la campagne électorale pour la 8e élection municipale au Cap-Vert. C'est très intéressant parce que c'est dans le contexte de la pandémie, avec beaucoup de restrictions du point de vue des communications avec des électeurs et de l'opinion publique. Et en même temps, intéressant du point de vue des thèmes clés du débat électoral. Je disais que le Cap-Vert va compléter cette année presque 30 ans du pouvoir local démocratique, avec 8 élections municipales et avec beaucoup de la participation. La première élection municipale a enregistré 14 candidatures issues de la société civile et 29 ans après, sur 65%, 60 candidatures des partis politiques, nous enregistrons 12 candidatures issues de la société civile. Donc la décentralisation, les indicateurs de développement que le Cap-Vert a réalisé, les indices de développement humain et d'autres indicateurs de développement socio-économique, c'est grâce à la participation des pouvoirs locaux qui jouissent beaucoup d'autonomie, d'organisation, de gestion, mais à l'instar comme le Cap-Vert dans son ensemble, qui a beaucoup de difficultés à la mobilisation des ressources pour financer des investissements locaux. Donc, ce mouvement de centralisation a eu des éléments, des points, des différentes dynamiques. Et depuis 2016, on enregistre l'augmentation des ressources financières, patrimoniales, assistance technique vers les municipalités. Le niveau d'investissement public local a connu une augmentation exponentielle pour tout ce qui concerne la satisfaction des besoins des populations au niveau local, dans les plusieurs domaines de la requalification urbaine, logement social, infrastructuration routière, formation professionnelle des jeunes, l'appui économique pour les femmes chefs de famille, l'appui à la formation du niveau technique et universitaire des jeunes, etc. Mais concernant la participation de l'économie sociale et solidaire, nous avons constaté le suivant. Nous avons beaucoup des associations, des participations des ONG, des fondations, des coopératives, des mutualités, mais je ne peux pas parler d'une articulation systématique entre les municipalités, les politiques publiques et les diverses organisations d'économie sociale et solidaire. Donc, mais on enregistre
quand même des participations assez importantes que les pouvoirs publics classiques ne peuvent pas répondre. Par exemple, dans le contexte de la pandémie, nous avons résisté à une montée de l'intervention des organisations de la société civile pour aider les plus défavorisés, et surtout les femmes qui travaillent dans le secteur informel. Aussi l'intervention accrue des institutions des finances solidaires. Donc, ma thèse, ma position sur l'économie sociale et solidaire au Cap-Vert, c'est que je ne vois pas la séparation entre l'action publique de l'État, des pouvoirs publics, et l'intervention des secteurs d'économie sociale et solidaire parce qu'ils travaillent sur l'intérêt général. Par exemple, concernant le travail avec les enfants handicapés, les personnes âgées, les couches de la population exclues des processus de développement social, la protection de la troisième âge, mais beaucoup d'autres interventions à la transversale, la question de l'environnement, de logement, d'assainissement, de la formation professionnelle, de recherche. L'économie sociale au Cap-Vert, c'est présent. Et maintenant, on ébauche une articulation très intéressante avec les universités. Nous avons monté, en collaboration avec les universités, 2 cours de formation sur l'économie sociale et solidaire. Il y a beaucoup d'actions communes de sensibilisation à la problématique d'économie sociale et solidaire. Maintenant, tout le monde parle d'économie sociale et solidaire, des coopératives, d'associations comme une des solutions. Dans la conséquence de la pandémie, on va avoir la montée du chômage, surtout auprès des jeunes et des femmes. Et l'économie sociale solidaire, c'est l'instrument qui permet de regrouper les gens pour résoudre des problèmes de revenus et d'autres emplois. Et dans ce contexte, nous avons développé, je vais à la fin, une expérience bien réussie. Nous avons introduit les artisans, les couturiers, les couturières dans les réseaux de la production des masques à l'usage communautaire. C'était une bataille très forte auprès du gouvernement parce que le gouvernement voulait seulement recevoir les masques des entreprises capitalistes. Et nous disons non, il faut créer des opportunités. Il faut pas, c'est pas acceptable que dans le contexte de crise, les gens qui sont les plus défavorisés continuent à être plus pénalisés dans cette circonstance. Et avec les associations, les associations des entrepreneurs catholiques du Cap-Vert et quelques structures de l'Église, l'ONG comme Site Habitat, on a pu mettre dans le réseau 25 artisans qui jusqu'à présent produisent dans le marché, a lancé dans le marché 24 000 masques à l'usage communautaire. 24 000 dans un pays comme le Cap-Vert, comme la ville de Praia, c'est beaucoup. Pour vous, c'est rien, mais c'est beaucoup. Et ces gens-là, et maintenant, on va dans une deuxième phase avec, en coopération avec la Coopéramonde de l'Italie et le COSP de l'Italie aussi, à dynamiser la création des petites coopératives de production avec l'expérience pilote avec les femmes dans trois municipalités à l'île de Santiago. Mais nous avons aussi le défi majeur. Laurence connaît l'approche que nous avons développée à la ville de Praia sur l'étude que nous avons faite sur la dynamique d'économie sociale et solidaire à Praia. Et le gouvernement a introduit dans son programme, qui est à la fin la promotion des réseaux municipaux d'économie sociale. Nous sommes en train de sensibiliser avec les maires pour qu'on puisse travailler d'une façon systématique l'inclusion de l'économie sociale et solidaire
dans les problématiques de développement économique local. Les partenaires, quelques partenaires internationaux aussi sont sensibilisés à introduire dans leur programme indicatif de coopération un axe spécifique sur la promotion de l'économie sociale et solidaire dans la perspective des générations de l'emploi et des revenus soutenables. Le cadre légal, c'est favorable, beaucoup favorable même que nous constatons qu'il y a quelques domaines qu'il faut pousser la réglementation pour qu'on puisse introduire beaucoup dans le système d'articulation avec les politiques publiques. À la fin, une question clé, c'est la problématique du financement de l'ESS, l'activité de l'ESS. Bon, nous avons discuté avec le gouvernement et nous avons pu réussir de créer, de signer un accord cadre pour le financement des initiatives de la société civile. C'est-à-dire que le gouvernement a laissé complètement de financer directement les petites associations. C'est-à-dire l'accord cadre est passé avec la plateforme des ONG de Cap-Vert. C'est l'organisation des sociétés civiles qui regroupe plus de 300 organisations, coopératives, fondations, associations de base, communautaires, etc. Et toutes les associations participent à l'offre publique à partir de l'édital qui est lancé pour avoir l'accès au financement pour la réalisation des activités. C'est insuffisant, bien sûr, mais c'est la condition d'introduire la transparence et l'égalité d'opportunité à tous les intervenants, à tous les acteurs dans l'accès aux ressources publiques. Bien sûr, il faut que les SS créent d'une façon autonome des mécanismes de mobilisation des ressources pour financer leurs activités de développement. Et dans ce point de vue-là, fonctionnent 7 institutions de microfinance au Cap-Vert, coopératives et mutualités d'épargne et crédit, qui maintenant travaillent dans un cadre de régulation par la Banque centrale qui permet de créer des mécanismes de transparence, de gestion et de l'accès à la couche plus défavorisée du Cap-Vert, l'accès au petit crédit. Mais vous savez, nous débattons avec les problèmes des ressources. Il y a un élément clé, c'est comment développer les réseaux au niveau régional, continental, international, pour petit à petit régler ce problème de financement, parce que nous avons vu que dans ce contexte de la crise, que les options, que les mesures des politiques publiques, malheureusement, ne créent pas des impacts positifs, transformateurs dans les couches qui sont plus défavorisées. Et je parle des jeunes, je parle des femmes, chefs de famille, je parle des communautés reculées, pauvres, qui n'ont pas des moyens d'intervention publique, de faire des pressions sur les pouvoirs publics, etc. Donc, l'économie sociale solidaire, c'est le facteur de promotion, d'insertion dans la vie productive de ces jeunes-là, des femmes et des communautés les plus pauvres de nos pays. Voilà, je termine cette petite intervention. Merci beaucoup. Expérience au Cap-Vert. Très bien, merci beaucoup. Une expérience très riche qui va susciter beaucoup de débats. Je passe à une autre expérience de notre pays cher, la Côte d'Ivoire, également, à Fabrice. Fabrice, je te donne la parole. Tu as 10 minutes pour développer cette expérience pilote que vous avez menée au Côte d'Ivoire. Et après, on va revenir vers ces expériences avec, bien entendu, une synthèse de cadrage que je vais pouvoir présenter et avoir le point de vue par la suite d'un ami qui suit de près ces dynamiques qui s'est aussi tout à l'heure du LICAM. Donc, le côté scientifique va être présent avec nous pour développer cette expertise. Monsieur Fabrice.
est-ce que Fabrice est là? Fabrice, donc à toi la parole. Bonjour à tous. Je voudrais avant tout propos dire un grand merci au GCF et aussi à notre partenaire de l'Observatoire des transformations sociales qui a bien voulu nous associer à cette session. Et donc, vous savez tout avec moi que la Côte d'Ivoire est un pays non seulement qui a traversé des longs moments de crise, et aujourd'hui, c'est un pays qui, petit à petit, sort d'une décennie de crise socio-politique. Et donc, que ce soit le gouvernement, les organisations de la société civile, et même les organismes internationaux, ont réellement aidé, en tout cas, les communautés à pouvoir, en tout cas, se reconstruire. Et donc, mais il faut dire, au niveau de la reconstruction, il y a certaines zones au niveau de la Côte d'Ivoire, telles que l'ouest de la Côte d'Ivoire, où nous sommes basés, dans le département de Toulouse, c'est-à-dire dans la région du Cavali. Il faut dire que cette reconstruction est encore très fragile. Non seulement du fait de nombreux défis à relever, et donc au niveau de ces défis concernant par exemple l'éducation, la formation, la santé, les problèmes liés au foncier, il y a aussi les questions liées à l'égalité des gens, les sécurités, c'est-à-dire les questions sécuritaires, puisque nous sommes à une zone frontalière qui fait frontière avec le Libéria. Vous savez tous avec moi que le Libéria est un pays qui a traversé aussi de longs moments de crise, de longs moments de conflit. Et donc, les frontières sont encore très poreuses. Et donc, tout ça, aujourd'hui, c'est en tout cas des défis. Et il faut ajouter à cela aussi les questions de l'emploi des jeunes. Et donc, aussi la question de migration, parce que c'est une zone aujourd'hui qui est en train de, dans 1 ou 2 ans, sera la boucle du cacao. Et donc, avec la forêt classée au niveau de Taï, et donc, cette zone-là est propice réellement à tout ce qui est activité agricole parce que les pluies sont abondantes et aussi c'est un sous-sol vraiment qui est assez riche. Et donc, c'est ce qui amène aujourd'hui nos frères de la CEDEAO, côté Burkina, du Mali et autres, à pouvoir migrer dans cette zone-là pour, en tout cas, essayer de développer aussi un certain nombre d'activités pour avoir de quoi subvenir à leurs besoins. Et donc, cela, bien évidemment, crée des problèmes en termes de gestion des ressources naturelles et surtout la préservation de l'environnement. Et donc, nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons initié un certain nombre d'actions. Parce que pour nous, avant de poser toute action, il fallait chercher à comprendre les causes profondes, parce que ce que je viens de vous expliquer, c'est les causes immédiates. Donc, pour nous, il fallait chercher à comprendre les causes profondes de ce qui a créé, en tout cas, la crise, surtout au niveau de notre région, au niveau de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Bien évidemment, cela nous a amené à entreprendre, à initier un certain nombre d'actions et un certain nombre de partenaires ont bien voulu, en tout cas, nous accompagner parce que nous avons mené pas mal d'actions avec nos propres moyens et cela nous a permis d'attirer l'attention d'un certain nombre d'acteurs tels que l'OIDH, nous avons Side of Conscience et nous avons la Fondation Rosa de Luxembourg. Et donc, tout cela a attiré leur attention. Et bien évidemment, avec notre réseau, notre maison, le GCF, qui aussi a contribué véritablement à l'incubation de notre jeune organisation aujourd'hui qui fait son petit bonhomme de chemin. Et donc, au niveau du département de Toulouse, nous avons initié des sessions de dialogue parce que pour nous, c'était important de chercher à comprendre les causes profondes. Et donc, au niveau de ces sessions, nous avons eu, en tout cas, pour cible, au niveau de ces sessions, les victimes de guerre, les personnes qui ont tout perdu durant la crise, les ex-réfugiés, les rapatriés qui sont venus du Libéria
et certains qui étaient des déplacés internes au niveau Côte d'Ivoire, mais qui sont revenus parce qu'à leur arrivée, ils étaient confrontés véritablement à un certain nombre de problèmes. Certains, par exemple, ont eu leur terre occupée. Certains, par exemple, ont eu leur maison, leur logement brûlé. Certains ont eu leur logement occupé par les hommes en armes. Donc, il fallait véritablement, et non seulement chercher à comprendre, mais aussi, cela, bien sûr, accompagné de tout ce qui est plaidoyer autour à l'endroit des autorités. Et donc, nous avons initié ces sessions avec les femmes. Et donc, parmi les femmes, il y avait certaines veuves, aussi avec les jeunes. Et donc, ces sessions nous ont permis réellement de comprendre la source de ces problèmes, mais aussi de permettre à l'ensemble de ces participants de partager les défis et aussi les leçons apprises et de faire des suggestions. Et donc, lors de ces sessions, nous avons eu à travailler sur un certain nombre de thématiques concernant un certain nombre de défis. Donc, les thématiques, il y avait des questions, par exemple, liées à la réintégration des ex-réfugiés. Il y a aussi les questions du chômage, le manque d'emploi des jeunes, des questions concernant l'oisiveté, parce qu'il fallait chercher à comprendre qu'est-ce qui fait que ces jeunes-là sont oisifs. Au niveau du chômage, chercher à comprendre. Et aussi, il y a un phénomène ici aujourd'hui qui, en tout cas, c'est vraiment désolant, qui est en train de détruire, en tout cas, l'environnement, qui est le phénomène de l'orpaillage clandestin. Et donc, des individus qui aussi viennent des pays voisins ou encore même certaines populations qui s'adonnent à l'orpaillage pour les minerais parce que c'est un sous-sol qui est assez riche. Et donc, ça pollue véritablement les rivières et ça fait que les ressources naturelles telles que le poisson, un certain nombre de choses. Donc, vous comprenez avec moi que c'est un danger. Et donc, pour nous, il fallait aussi initier ces sessions de dialogue pour chercher à comprendre, éviter ces acteurs-là qui sont lancés dans l'orpaillage clandestin parce que parmi ces acteurs, nous avons constaté qu'il y avait des femmes. Il y a certaines veuves, par exemple, qui ont tout perdu durant la crise, qui n'ont pas d'autres moyens de pouvoir, d'autres moyens, d'autres ressources. Et donc, elles s'adonnent à cela et pour leur permettre de quoi à manger. Et donc, il fallait inviter ces femmes ou encore ces personnes-là pour essayer d'échanger avec ces personnes. Et donc, il y avait des victimes, le groupe des victimes, par exemple, dans le domaine de l'orpaillage, parce qu'il y a certaines dames qui ont eu leurs enfants qui étaient sous pendant qui sont en train de creuser l'or, par exemple, où le sol s'est écoulé et ces enfants sont partis, sont restés, sont décédés. Il y a eu aussi certaines, par exemple, qui aussi ont été victimes d'un certain nombre de choses durant les activités d'orpaillage. Donc, il fallait les inviter et donc permettre à ces personnes qui ont été victimes de pouvoir partager l'expérience avec les communautés pour montrer comment est-ce que, par exemple, l'orpaillage clandestin est un véritable problème pour la société et comment est-ce qu'elles ont vécu véritablement ces moments de difficulté. Et donc, derrière, c'est de permettre à ces personnes de pouvoir sensibiliser la communauté pour pouvoir permettre à la communauté de changer de perception, de aussi consolider un réseau au niveau local de femmes pour appuyer ces dames-là, pour leur permettre de lutter véritablement contre ce phénomène d'orpaillage clandestin. Mais derrière, c'est de leur permettre aussi ensemble de voir comment est-ce qu'elles pourraient changer d'activité ou pour celles qui souhaiteraient toujours rester dans ce domaine-là, comment leur permettre ensemble et faire des plaidoyers auprès des pouvoirs publics ou auprès des partenaires et leur permettre de les encadrer, par exemple à travers des mouvements coopératifs, pour que ces femmes-là puissent véritablement s'organiser en coopérative, par exemple, et les enlever dans l'informel pour qu'elles aient un minimum de sécurité lorsqu'elles vont mener cette activité de repaillage clandestin. Et donc, à ce niveau, grâce à ces sessions de dialogue, nous avons ensemble avec ces femmes-là véritablement essayer de pouvoir nous entendre sur un certain nombre de points. Donc, aussi, en plus de cela, concernant le chômage des jeunes, il fallait aussi inviter sur la table lors de cette session certains jeunes, par exemple, qui se sont lancés de leurs propres moyens, malgré les difficultés, mais qui ont réussi dans la vie, qui ont pu entreprendre et aujourd'hui qui sont un modèle.
Et donc, ces jeunes, il fallait les éviter aussi. Et certains jeunes qui sont des chômeurs, qui n'ont pas d'autres moyens de pouvoir s'en sortir. Et donc, inviter ces personnes et aussi les autorités au niveau local, telles que les représentants du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, et aussi le ministère de la Protection sociale, et les inviter à ces sessions et permettre à ces jeunes-là qui ont réussi leurs propres moyens, comment est-ce que ces jeunes ont pu arriver à ce niveau, malgré que la situation était vraiment difficile. Et donc, ces jeunes ont pu partager leur expérience. Pour certains qui manquent d'emploi, qui sont manipulés politiquement aussi, ça leur a permis aussi de pouvoir présenter leurs défis et aussi les différents problèmes qu'ils rencontrent durant et qu'ils ont rencontrés durant ces dernières années. Alors, ces sessions nous ont permis aussi de comprendre les causes profondes de l'oisiveté, du chômage dans la zone. Et donc, l'ensemble de ces jeunes ont décidé de pouvoir se mettre ensemble à travers, en tout cas, une plateforme pour pouvoir véritablement lutter contre tout ce qui est phénomène de manipulation politique, de pouvoir travailler à pour leur autonomisation économique. Et donc, pour nous, cette session était vraiment très enrichissante. Et aussi, ça a été pour nous un moyen de véritablement enrichir un certain nombre de projets et d'appel à projets, c'est-à-dire d'enrichir au niveau de notre planification pour pouvoir avoir un certain nombre d'arguments qu'il fallait présenter au niveau international, que ce soit au niveau du G7, que ce soit auprès d'un certain nombre de partenaires techniques et financiers. Et par la grâce de Dieu, nous avons attiré l'attention des autorités des pouvoirs publics et non grâce au G7 après Afrique City, cela nous a permis de pouvoir entrer en contact avec l'Assemblée des régions du Sud de Côte d'Ivoire. Depuis nous avons, en tout cas, lancé ce plaidoyer, nous avons, en tout cas, eu gain de cause. Et donc, la RDC qui a, en tout cas, accepté de nous accompagner dans le processus. Donc, pour nous, il fallait maintenant mettre en place un cadre permanent, un cadre de dialogue et d'échange avec le pouvoir public, c'est-à-dire les décideurs. D'où nous avons mis en place l'écosystème au niveau national avec l'appui d'un certain nombre d'acteurs locaux et bien sûr le G7 qui a beaucoup contribué au niveau de ce processus. Et donc, nous avons pu mettre en place l'écosystème national. Et donc, cet écosystème, nous avons lancé le Forum international des jeunes leaders. Et donc, lors de ce forum, c'était de permettre à ces jeunes-là, en tout cas, et aussi à ces femmes-là, de pouvoir non seulement partager l'expérience, mais en tout cas de consolider un réseau qui va leur permettre réellement de pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat social et coopératif. Et malheureusement, nous avons été confrontés à la Covid, qui a vraiment mis un frein à nos différentes activités. Et toujours, comme je l'ai dit, c'est pourquoi depuis le début, je remercie véritablement le G7 parce que c'est un réseau qui véritablement nous a apporté beaucoup. Et donc, nous avons, lors de la Covid, un certain nombre d'activités qui ont été vraiment bloquées. Et donc, il était question à travers ce forum-là de mettre en place un mécanisme. Et donc, ce mécanisme-là, c'est un mécanisme de prévention des violences, de lutte contre le chômage et de préservation de l'environnement. Et donc, pour nous, il fallait réorienter notre approche, puisqu'il y avait la Covid, donc il était vraiment bloqué. Et donc, revoir notre stratégie. Mais en même temps aussi, nous avons reçu un appel à projet de la FOACA, l'agence coréenne, et grâce au G7. Et donc, nous avons répondu à cet appel à projet. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu, en tout cas, capter ce financement qui, véritablement, va nous permettre de pouvoir déjà consolider les acquis, mais aussi de pouvoir, cette plateforme qui devait voir le jour après le forum, déjà, de pouvoir travailler dans ce contexte Covid, de la mise en place de cette plateforme qui va réellement nous permettre au niveau local, au niveau des territoires, d'améliorer la gouvernance locale, permettre
aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire les coopératives, les artisans et autres, leur permet d'avoir un cadre pour échanger avec les pouvoirs publics, c'est-à-dire les préfets, les maires, les conseils régionaux, de créer ce cadre-là, faire d'eux, ou ceux qui sont vraiment engagés, des ambassadeurs, qui vont faire partie d'un comité de suivi qui va se réunir chaque trimestre. Et donc, ce comité va nous permettre réellement de pouvoir nous orienter ou encore de faire le suivi du processus. Bien évidemment, Fabrice, après, oui, allô? Fabrice, tu peux souligner les actions après un deuxième retour, d'accord? Ok, ok. Pour nous Et donc, permettre de donner l'occasion aux autres intervenants de faire la première présentation. Après, on va faire le deuxième round pour répliquer autour des questions, etc. ok. Et donc, Merci. à ce niveau, je pense que concernant cette plateforme qui verra bientôt le jour et aussi pour nous permettre de renforcer l'écosystème autour de l'emploi. Et donc, pour la première phase de mon intervention, moi, c'est ce que je pourrais dire pour l'instant et je vous remercie. Merci beaucoup, Fabrice, pour cette expérience de notre pays cher, la Côte d'Ivoire. Et merci pour de nous avoir, en un laps de temps très, très court, de nous présenter le panorama de toutes ces actions et ces initiatives locales qui servent à l'appui de l'action de la société civile en face de toutes ces politiques parfois qui, je dirais, inégalitaires ou bien inégales qui s'installent ici et là sous le nom de développement, etc. Donc la société civile joue un rôle extraordinaire dans les pays africains justement pour justement représenter une nouvelle façon, une nouvelle forme de faire le développement équitable, intégré, le développement inclusif de toutes les catégories. Et je vous en félicite et je vous félicite tous nos amis de la Côte d'Ivoire d'avoir contribué positivement à la création d'une réelle dynamique de réflexion critique aussi vis-à-vis des politiques publiques et locales menées dans votre pays. Je reviens vers Sid Ahmed Soussi, justement un chercheur qui suit de près les dynamiques du syndicalisme africain et qui a développé plusieurs réflexions et écrits sur cette question pour nous donner aussi un autre regard sur les dynamiques de base créées par des organisations qui défendent l'intérêt de leurs membres en vue justement d'améliorer les conditions de vie et de travail dans de nombreux espaces productifs en Afrique. Sid Ahmed Soussi, à toi la parole. Tu as 10 minutes, s'il te plaît, avant de revenir vers toi pour des questions du débat. Oui, bonjour. Pour moi, il est très tôt ici à Montréal, donc il est possible que je n'ai pas toute la concentration nécessaire. Je voulais juste d'abord commencer par un petit mot de remerciement à toi, Youssef, et puis aussi pour toute l'équipe qui a organisé cet échange. Moi, je vous avoue que je suis particulièrement passionné par ces expériences-là. Et je travaille depuis plusieurs années comme sociologue du travail et du syndicalisme sur ces questions, en particulier dans leur contexte africain. Et tout cela dans le cadre d'un centre de recherche, le CRIS, le centre de recherche sur les innovations sociales, et qui, comme vous le savez probablement,
s'intéresse particulièrement à cette question de l'économie sociale et de l'économie solidaire. Alors, sans plus tarder, j'irai droit au but parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Tu nous as demandé, Youssef, de réagir sur trois points en particulier, sur la question du rapport de l'État et avec les acteurs de la société civile, sur le lien qu'il y a entre la société civile et sa capacité d'innovation sociale dans les sociétés africaines, et enfin sur cet engagement de la société civile dans les transformations sociales. Alors, ces trois points ont pour convergent vers un concept clé, une réalité clé qui est celle de la société civile. Et la première question que l'on se pose, c'est d'avoir ce que c'est que cette société civile. Et donc là, il est fondamental de savoir de quoi on parle. Dans nos pays, en Afrique de façon générale, lorsque les sociétés occidentales jettent un regard sur la société civile, ces sociétés occidentales et la pensée aussi, la pensée de la société civile dans les sociétés occidentales est ancrée dans une conception de la société civile qui est issue du XVIIIe siècle, qui est issue du siècle des Lumières, qui est issue de la Révolution française, de la Révolution américaine. Et donc le regard qu'on jette sur la société civile en Afrique, c'est un regard qui est ancré dans cette construction historique. Et nous savons, vous et moi, que cette construction historique n'est pas tout à fait équivalente, n'a pas d'équivalent en Afrique. Si je prends cet exemple de la société civile, c'est parce que j'ai dû faire face moi-même au concept d'action syndicale, de syndicalisme aussi en Afrique, qui pose exactement les mêmes problèmes. Et lorsqu'on appréhende une réalité dans les sociétés africaines, lorsqu'on appréhende cette réalité-là, que ce soit celle de la société civile ou celle du syndicalisme, ou un troisième concept, celui des mouvements sociaux, là encore, on est face à des concepts et à des réalités qui ont des perceptions, des pensées différentes et qui ont des réalités aussi socio-historiques différentes. Alors, je vais essayer de nous ramener un peu sur terre en m'inspirant des deux cas qui viennent d'être exposés, le cas du Cap-Vert, de l'action de Jacinto au Cap-Vert et du cas de la Côte d'Ivoire. Dans ces deux cas, nous avons là une problématique particulière qui se pose dans les relations que doivent développer ces acteurs, qu'on appelle des acteurs de la société civile, face à l'État. Donc, le problème, moi, l'éclairage que je vais apporter, que j'essaie d'apporter dans ce débat, c'est que cette société civile et les acteurs de la société civile ne peuvent agir que par la construction d'un rapport aux politiques. C'est-à-dire que le mouvement coopératif, par exemple, les organisations, les ONG, dans le contexte de l'économie sociale ou de l'économie solidaire, ne peuvent agir que en fonction de leur rapport à l'État. Et que le rapport aux politiques, de façon générale, dans ces sociétés, est exclusivement cadré par leur rapport à l'État, vu l'omniprésence de l'État. Et le fait que l'État soit omniprésent et que toutes les actions des autres acteurs soient subordonnées à son accord pose un problème. Et donc cela pose un problème particulier qui est celui de l'élargissement précisément du nombre des acteurs de la société civile. Parce qu'actuellement, que ce soit au niveau des coopératives, au niveau de l'économie sociale, par exemple, dans le secteur agricole, ou dans d'autres secteurs, par exemple au niveau des activités des femmes, des activités des jeunes, etc., dans plusieurs sociétés, ces acteurs de la société civile ne peuvent agir que par l'intermédiaire d'un rapport à l'État, un rapport pacifié à l'État. Et donc, toute la question or, dans les sociétés occidentales, le problème qui se pose, c'est que, la capacité d'action qui permet à l'économie sociale et solidaire de se développer, c'est très précisément la multiplicité plus exactement des acteurs, de ces acteurs-là dans la société civile et la possibilité pour ces acteurs d'élargir leur rapport aux politiques.
et non pas de se cantonner uniquement à une relation de subordination avec l'État. Et c'est précisément cela qui fait la force de la société civile. C'est ça qui fait la force de ces coopératives, de ces ONG, dans les sociétés occidentales en particulier. Et donc, tout cela pour revenir à cette idée première, qui est celle de savoir comment construit-on une société civile et qu'est-ce qu'on entend par société civile. Et donc, à mon avis, cette question-là est majeure. Donc, alors, c'est un peu dans ce contexte-là, d'ailleurs, comme tu le sais, cher Youssef, que nous avons lancé cette réflexion, ce numéro sur les épistémologies du Sud. Parce que la question ici, c'est pas simplement une question épistémologique, c'est pas simplement une question de définir théoriquement ce que c'est qu'un acteur de la société civile, ce que c'est que la société civile. La question ici, c'est que pour agir, il faut en même temps penser l'action et savoir de quoi on parle et nommer cette action. C'est-à-dire élaborer des concepts, des définitions qui nous permettent de savoir de quoi on parle et qui nous permettent aussi de construire, de construire des fondements solides à l'action que l'on entreprend plutôt que d'avoir à chaque fois à la reprendre, à la recommencer. Alors, et cela passe un ancrage endogène dans les sociétés africaines. Et pour le moment, actuellement, dans les différentes expériences que nous vivons aujourd'hui, cet ancrage endogène reste la plupart du temps tributaire de deux choses. Il est tributaire, d'un rapport très fragilisé avec l'État, mais surtout, il est tributaire aussi de sa manne financière, du lien financier ombilical qu'entretiennent ces acteurs de la société civile, ces coopératives, ces ONG, etc., avec des financements extérieurs. Or, et là je boucle la boucle de ce que j'ai dit tout à l'heure, or, pour pérenniser ce lien ombilical, c'est-à-dire ces sources financières qui permettent d'alimenter cette action, ces sources financières exogènes qui permettent d'alimenter cette action, eh bien, il faut en quelque sorte répondre à la demande, livrer la marchandise. Lorsqu'une ONG américaine, canadienne ou allemande finance une activité au Mali, au Côte d'Ivoire ou ailleurs, elle s'attend à ce que, entre guillemets, excusez-moi le terme de management, mais que la marchandise soit livrée, c'est-à-dire que le projet soit mené à bout de façon à satisfaire les critères posés par le financement. Or, le contexte dans lequel on pense la société civile dans ces sociétés du Nord, c'est-à-dire ces organismes qui financent précisément cette action locale en Afrique, ces organismes-là ont des critères qui sont exogènes au milieu africain, qui sont exogènes aux sociétés africaines. Et donc, qui ont une conception, une perception et une définition surtout de ce que c'est qu'un acteur de la société civile, de ce que c'est qu'un rapport à l'État, de ce que c'est qu'un rapport à la société civile, qui est très différente. Et donc, à mon avis, le problème, il est là. Et donc, tout cela passe évidemment par peut-être très rapidement, et je finirai là, tout cela pose deux questions. Comment tenir compte de ce que nous avons appelé dans notre réflexion, les altérités contextuelles en Afrique, c'est-à-dire de ces réalités qui se construisent en Afrique, qui sont historiquement construites en Afrique, avec tout le passé que possèdent les sociétés africaines, dû à la colonisation, dû à la transcolonisation, dû au rapport de subordination aujourd'hui, donc toutes ces réalités locales qui sont propres aux sociétés africaines. Donc c'est ce que du point de vue occidental on appelle les altérités contextuelles. Deux. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle les causalités endogènes, c'est-à-dire les facteurs proprement endogènes qui prennent naissance en Afrique, dans nos sociétés, dans les sociétés africaines, et qui se conjuguent pour produire ces réalités de dysfonctionnement, à la fois social, politique, culturel, économique, notamment dans le secteur de l'économie sociale, auquel il faut s'attaquer. Alors, c'est un véritable défi. Donc, la question que moi je pose dans cet échange, dans ce débat, c'est comment faire en sorte. Et là, j'ouvre une petite parenthèse, et je ne suis pas le premier à entamer cette réflexion. Moi, cette réflexion, je l'ai entamée en particulier parce que j'ai été interpellé très particulièrement et spécifiquement par les travaux d'Achille Mbembe, par exemple, en Afrique,
des travaux d'Apadura en Inde et de Baba en Inde aussi, par exemple, où nous faisons face à ce même type de problématique. Donc, je referme ma parenthèse. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment, quels outils pouvons-nous donner pour que dans les sociétés africaines se fasse en même temps se construire une action fondée sur des réalités endogènes, mais en même temps aussi penser cette action, c'est-à-dire se donner les moyens de construire des outils conceptuels pour agir et pour expliquer cette action. Tout à l'heure, Jacinto évoquait des rapports avec notamment des chercheurs, des universités et d'autres observatoires en Afrique. À mon avis, c'est là une voie absolument indispensable, non seulement pour l'action, mais aussi pour penser l'action. Donc, c'est là un attelage qui, de mon point de vue, ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre. Voilà, je vais m'arrêter là parce que pour laisser l'échange pour libérer la place. Voilà. Merci beaucoup, Sid, pour ces éclairages épistimiques et pour ce cadrage aussi pour la réflexion autour du concept même de la société civile et de son appropriation par les acteurs, aussi bien les acteurs du terrain que par les chercheurs en sciences sociales dans un contexte socioculturel différent. Et bien entendu, ta réflexion nous amène à un grand débat sur les formes d'appropriation des structures importées, comme Jean-François Bayard appelle l'État importé. Donc, nous avons bien entendu hérité d'un système, d'une structure, y compris même l'État moderne est un concept qui nous est importé, comment il a été construit, chemin faisant, et comment justement la société civile peut développer des réflexions alternatives et épistémologiquement profondes pour justement s'outiller et s'approprier les outils qui lui sont, ou bien qui leur sont convenables pour mobiliser une population, créer un sens différent des pratiques de développement à l'échelle locale. C'est ça le challenge justement des laboratoires de recherche, des chercheurs en Afrique. Bien entendu, cette réflexion m'amène à poser la question également à notre ami Ernest Messina du Cameroun comme historien sur le processus ou bien l'historicité de ces structures de développement, comment est-elle appropriée par la société camerounaise et à quel point le chercheur peut suivre avec des outils construits ou bien co-construits sur le terrain ces dynamiques et leur donner l'appellation exacte, l'appellation authentique relative à ce contexte socioculturel particulier. Ernest, je te donne la parole pour nous présenter ton point de vue dans un contexte de pratique et d'expérience camerounaise. À toi la parole, cher ami. Merci à Youssef. Merci de m'avoir associé à ce débat. Je suis ravi de revoir tous certains de mes amis là pour parler d'une question qui nous intéresse tous, hein, l'économie participative, le développement local. J'avoue que pour ce qui est du Cameroun, du point de vue historique, il y a un intérêt qui n'est pas encore assez grand en ce qui concerne l'économie solidaire. J'ai été appelé par deux associations. Il y a Mayanet Solidario qui est là depuis quelques années. Il y a également le club des jeunes amis du tourisme et de la nature, je crois bien, qui mène une coopération pour faire grandir l'expérience du tourisme solidaire au Cameroun. En fait, c'est un travail
comme je vous l'ai dit, hein, il est naissant, il est poussif au Cameroun et c'est l'une des rares expériences qu'on peut vivre dans ce pays-là. Alors, depuis 3 ans aujourd'hui, c'est un partenariat entre ces deux associations qui se sont arrangées à se partager les tâches du genre Mayanet, qui est une organisation non gouvernementale qui est dirigée par le père Emilio au Cameroun, qui fait venir des touristes. Et de son côté, le club des jeunes amis de la nature, de l'environnement et du tourisme s'occupe de l'organisation des visites au niveau du Cameroun. C'est vrai qu'à un certain niveau, les deux se rencontrent. Et à côté de cela, en plus de cela, il y a toujours, hein, il y a une sorte je ne sais pas si c'est pas appelé une petite pratique un peu néocoloniale, parce qu'il y en a qui viennent avec de l'argent, qui viennent donner à ceux qui n'en ont pas. Bon, on ne peut pas faire autrement pour l'instant parce que c'est la seule expérience. Mais le problème, c'est de codifier. Donc, c'est le travail que j'essaie de mener depuis un temps avec le président Monok Jean-Marie, qui est le responsable, le président de ce club-là. Alors, comment il faut rendre scientifique ces projets-là. Au terme, pendant que depuis 3 ans que nous étudions, il s'avère qu'il y a des propositions que nous pouvons faire. Et il y a environ 6 mois, nous nous sommes entendus qu'il faut apporter quelque chose de plus important dans cette coopération-là. Donc, la coopération devra, ça c'est des propositions, devra contribuer au développement des collectivités territoriales hein, où il y a des sites touristiques, de telle sorte que, je prends un exemple, lorsqu'un touriste vient, il est hébergé, il laisse 5% des frais d'hébergement vont à la collectivité territoriale. Celle-ci s'engage à mener un projet de développement dans sa localité, un projet social de développement, de telle sorte que tous les acteurs de cette localité soient concernés directement ou indirectement, mais de façon bénéfique à ce tourisme-là. Et donc, 5% à verser aux collectivités territoriales pour soutenir le développement local. Il y a également la nécessité de former la population à l'économie solidaire. C'est ce que fait déjà le club en termes de séminaires, de formation dans certaines collectivités territoriales telles que les mairies dans la région du centre Cameroun. Et nous proposons un accord qui va coiffer toutes ces activités entre ces partenaires-là, donc la société civile représentée par une organisation non gouvernementale et une association camerounaise, dont le CEJAC, pardon. Donc, il y a un partenariat entre cette société civile-là, les collectivités territoriales, et les acteurs de l'activité touristique au Cameroun. Donc, c'est donc un partenariat qui sera basé sur ces 3 acteurs et la construction est toujours en cours. Il faudra également une coopération, une corporation. Il faut créer une corporation des acteurs du tourisme solidaire. C'est comme cela qu'ils pourront travailler ensemble, peut-être dans le cadre des syndicats, dans le cadre de conventions collectives, pour mieux mener leur bataille concernant ce développement local. Donc, en réalité,
le Cameroun n'a pas assez développé la question du développement local. Nous le voyons dans nos universités. Tous ceux qui s'aventurent font des efforts. Malheureusement, le capitalisme ambiant sur lequel la société camerounaise a été construite, la société moderne née de la colonisation, fait en sorte qu'aujourd'hui, on a du mal à expérimenter cette forme de développement qui pourtant peut aider au développement global de ce pays. Donc voilà en gros ce que je peux dire de cette expérience-là qui est nouvelle dans l'histoire du développement du local ou solidaire au Cameroun. Merci Youssef. Merci beaucoup, mon ami Ernest, pour cette présentation succincte mais très riche et profonde de l'expérience de développement à travers une mobilisation assez importante des acteurs de développement au Cameroun. On revient vers vous par des questions plus précises, plus étayées, pour avoir aussi le feedback de l'auditoire et des autres participants. Je donne la parole tout de suite sans plus tarder, comme ça on va arriver à gérer rationnellement le temps, à Shadia pour nous présenter rapidement, en 10 minutes également, le cas d'une expérience qu'elle a vécue dans sa recherche sur un des acteurs de développement local, un des acteurs qui sont censés accompagner la société civile pour la mise en place des projets de développement. Shadia, à toi la parole. Bonjour, vous m'entendez? Donc, merci. Oui, je sais. Donc, excusez-moi. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté le partage. Donc, je vais juste parler. Donc, voilà. Je disais que le contexte des années 90 au Maroc, il a été caractérisé par un certain déficit social. Donc, et puis, les pouvoirs publics ont été obligés de revoir les programmes de lutte contre la pauvreté, voilà, et de mettre en place des structures qui appuient ces dynamiques de lutte contre la pauvreté. Donc, les pouvoirs publics, ils ont créé de nouvelles institutions pour appliquer, pour donner une politique de développement social intégrée. Et c'est là où on a mis en place l'Agence de développement social en 1999. Donc, cette agence, elle avait aussi comme objectif de décliner cette nouveauté au niveau de positionnement dans les associations en tant que partenaire incontournable de développement, mais aussi en tant que bénéficiaire du programme d'appui et en tant qu'acteur participant à la décision, puisque le conseil d'administration de l'agence, qui a été présidé par le Premier ministre à l'époque, il est composé de représentants des ministères, mais aussi de représentants d'associations. Donc, c'était quand même une nouveauté dans une structure qui décline cette nouvelle configuration État-association, puisque les pouvoirs publics, donc, ils étaient conscients, il y avait une certaine conscience par rapport au rôle que pouvait avoir la société civile pour occuper, encadrer, animer un espace plus important en vue d'atteindre des objectifs communs de développement, donc notamment en termes de prise en charge sociale, du social, voilà, une prise en charge du social. Donc, l'objectif d'avoir une agence, comme ça a été dit, souligné dans la note sur la protection sociale de la Banque mondiale en 2002, est d'innover la prestation des services de protection sociale en garantissant leur appropriation locale, en intégrant les initiatives intersectorielles, les bailleurs de fonds, les agences publiques et les ONG. Donc, depuis sa création, l'agence a adopté une approche guichet réactif impulsé par le gouvernement qui visait à encourager des partenariats avec les acteurs locaux et à soutenir leurs projets.
à travers aussi des approches et des pratiques qui sont innovantes. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ce genre d'appui à la société civile qui était en pleine émergence. Et donc, l'agence a adopté une approche participative. D'ailleurs, les projets, on va dire qu'il y avait dans le comité de sélection des projets à appuyer, ce n'était pas seulement une évaluation des projets ou une sélection, mais il y avait beaucoup d'apprentissage, c'était une co-construction des projets avec les acteurs de la société civile. Donc, c'était une approche participative qui s'appuie aussi sur une proximité et beaucoup de partenariats avec les associations, avec les acteurs de du secteur privé et dans une phase ce qui suit là, c'était aussi des partenariats avec les acteurs locaux, les élus locaux, voilà. Donc, aussi, au niveau, on a parlé d'une approche guichet, donc il y avait un soutien financier, et même ce soutien, il était basé sur de nouveaux dispositifs d'appui, comme des fonds de développement local, des caisses solidaires de développement et des caisses village basiques solidaires. Donc, sans beaucoup détailler ces différents dispositifs. Là, c'est-à-dire pour faire une certaine appréciation de ces mécanismes d'accompagnement à travers les évaluations qui ont été faites, les évaluations externes à l'agence, et puis notre rencontre avec les acteurs de la société civile. Il fallait dire que c'était une appréciation positive des projets et de toute cette dynamique d'accompagnement. Donc, les porteurs de projets, ils ont fait preuve d'une bonne compréhension des enjeux et des dynamiques administratives. Les projets appuyés, ils étaient en parfaite adéquation avec les besoins exprimés, c'est-à-dire tout au début de la conception des projets. Et voilà, donc il y avait un accompagnement, un encadrement technique tout au long du projet. Donc il y avait même aussi la mise en place de mécanismes de pérennisation était définie avant la fin du projet et discuté avec les parties prenantes. En ce qui concerne un constat par rapport à cette approche guichet, donc il a été constaté qu'il favorisait plus des ONG et des régions qui sont dotées de grandes capacités. Par conséquent, il pouvait conduire un processus d'exclusion des régions et n'est pas bien apprécié de la part de l'agent. Les acteurs de terrain, ils ont besoin plus, c'est-à-dire on a remarqué que les acteurs de terrain ont besoin plus de renforcement de capacité au sens large, de formation d'outils, de nouvelles modalités d'intervention. On a remarqué aussi qu'il y avait des disparités en termes de capacité d'organisation, puisque les associations les plus organisées étaient outillées qui pouvaient répondre aux mécanismes mis en place par l'agence. Et voilà, il y avait aussi un éparpillement dans l'intervention de l'agence parce qu'il y avait une diversité de projets. Voilà, donc après ces constats, l'agence il a essayé de revoir son cadre stratégique. Donc, il a adopté une nouvelle stratégie qui était basée sur le ciblage territorial, proactif, centré sur le renforcement des capacités des acteurs sur une durée relativement longue pour pouvoir assurer la pérennité de la et la de la part des acteurs. Donc, en parallèle, le soutien financier et l'accompagnement, ils ont été maintenus. Donc voilà, c'est une expérience de cette agence qui aujourd'hui existe toujours, mais qui est en face de nouveaux défis, notamment dans le contexte actuel. C'est-à-dire qu'il y a de nouveaux défis en termes de son positionnement institutionnel, la légitimité de son action dans ce contexte nouveau actuel qui demande de revoir nos orientations en termes de lutte contre ce déficit social qui ne cesse de grandir. Voilà, je vous remercie. Et Shadia, pour cette présentation, c'est vrai que
on est un peu contraint par le temps actuellement. Je donne tout de suite la parole à Youssef Loux qui va clôturer cette session avant de voir si notre ami Benjamin a des questions pour nous. Youssef, à toi la parole. Est-ce que tu peux faire court, s'il te plaît? Cher Youssef, donc, je tiens à remercier le JCF et le président de l'OTS, Youssef Sader, de nous avoir donné l'opportunité de participer à cette session auto-organisée dans le cadre du Forum virtuel de l'économie sociale. Les remerciements aussi à tous les participants à cette session. Mon intervention est autour des politiques publiques de développement social au Maroc à l'épreuve des stratégies d'acteurs. Je vais partager avec vous quelques réflexions qui nous paraissent intrigantes et qui méritent d'être discutées. Alors, d'échec en échec, et depuis les années 80, les politiques publiques de développement social africaines, particulièrement marocaines, ne présentent pas de signes positifs à cause de parachutage des programmes. Ça veut dire dû aux recommandations des institutions internationales et l'incompatibilité des enjeux de développement social conçus dans ce cadre avec la réalité marocaine. Cette situation, en effet, provoque des blocages dans les grands projets de développement en Afrique lancés par les acteurs, particulièrement les acteurs publics. Ce constat nous pousse à soulever la question suivante: pourquoi les acteurs publics de développement social se maintiennent-ils toujours dans l'échec chronique en matière de réalisation des politiques publiques de développement social? De ce fait, les enjeux stratégiques des acteurs publics de développement social se sont alors interpellés pour déchiffrer et comprendre le système public complexe auquel ils se retrouvent. Ceci impose aussi de s'intéresser à ces acteurs publics, à leur contexte, à leurs interactions, processus et à leur choix d'enjeux stratégiques. Comme affirmé Michel Crozier-Friedberg, on part de l'acteur lui-même, de ses stratégies qui sont en fonction d'une part du jeu des autres acteurs et d'autre part de ses ressources disponibles. Notre réflexion alors vise essentiellement à se concentrer sur les acteurs publics et de comprendre la façon dont ils déterminent leur choix aux décisions stratégiques de développement social par rapport à l'offre publique en matière de développement social. Toutefois, il devient possible une convergence, une appropriation, une action collective de co-construction des politiques publiques de développement social. Naturellement, tout succès des politiques publiques de développement social est fortement associé à une convergence et l'existence des interactions des acteurs, surtout les acteurs clés dans l'action publique, en fonction, toujours en fonction des enjeux d'alliance, des tactiques, des convergences, des divergences. Mais il faut poser aussi la question, qu'est-ce qui détermine les choix des acteurs publics marocains en termes de développement social? Est-ce qu'il s'agit de leur degré de positionnement, leur propre intérêt, leur compromis politique, leur statut, leurs ressources, leurs valeurs sociales? Certainement, les régularités d'acteurs publics influencent sur la mise en œuvre des politiques publiques de développement social tracées par les recommandations ou par le pouvoir politique. Or, certains acteurs répètent des bonnes expériences et évitent aussi celles qui ont été un échec ou une menace à leurs images et positionnements, c'est-à-dire que l'acteur public facilement, on peut dire qu'il surestime davantage cet intérêt de positionnement et de l'image sur tous les autres enjeux stratégiques. Il s'agit ici également de comprendre l'attention, l'attention, c'est-à-dire l'action de politisation selon laquelle tous les décideurs politiques qui sont à la tête des acteurs publics cherchent à maximiser leurs intérêts positionnels en jouant sur l'avantage des ressources publiques octroyées aux programmes de développement social et aux projets de développement en général. Ce mécanisme de compétition politique fait partie de la définition des enjeux stratégiques, des décisions, voire des logiques d'acteurs publics.
Donc, plusieurs blocages de projets sociaux ou de développement sont dus à la mise en œuvre ou bien à la mise en place d'une logique riche en matière de pression mimétique, des pressions normatives, des pressions coercitives. Et tous les acteurs cherchent à développer l'image et le positionnement et se concentrent sur cet objectif. Et il existe aussi d'une compétition institutionnelle, des routines organisationnelles, des pratiques bureaucratiques, et aussi un degré très faible des arrangements politico-administratifs. Ce sont autant des éléments pertinents que j'aimerais partager avec vous d'après notre étude qui contribuera à relever dans la réalité des acteurs publics marocains de développement social. Donc, par conséquent, les acteurs publics n'ont pas intérêt à construire des actions convergentes favorisant la mise en place des bonnes formes d'appropriation et de co-construction des politiques de développement social, et autrement dit, les décisions des acteurs publics, les boîtes noires, ce sont des boîtes noires au Maroc, sont ainsi le résultat de la compétition, de la bureaucratie, des formalités rationnelles. Ça veut dire qu'ils cherchent des intérêts particuliers dans l'espace de développement social où les préférences d'acteurs sont en parfaite compétition institutionnelle et positionnelle. En fait, les acteurs publics sont convaincus de mettre en œuvre des politiques publiques, mais en réalité, ils sont dans une logique favorisant la compétition plus que l'interaction et la diversité. Finalement, j'aimerais terminer avec une réflexion que cette situation, généralement, est au détriment de la possibilité de mise en place des bonnes modalités de co-construction des politiques, voire de développer les formes d'appropriation des politiques publiques de développement social au Maroc. Et je vous remercie tous et j'aimerais que j'étais en bref. Merci, Youssef. Donc, merci à tout le monde d'avoir contribué à cette session d'une multitude de regards, de visions, de façons de faire, de voir. Je voulais justement avoir l'accord de Benjamin. Est-ce que nous disposons de 2 minutes, Benjamin, avant de clôturer? Oui, tout à fait. Très bien. Même une dizaine de minutes, si ça. Très bien, très bien. Si est-ce qu'il y a des questions pour bien de pavé de questions, une ou deux, pour les participants? Pas de questions via le chat, mais peut-être que certains voudront intervenir, voudront poser leurs questions maintenant. Oui, je demande, est-ce que Bagawi nous a rejoint ou pas encore? Parce que, voilà, Bagawi allait poser quelques questions sur les participants. Donc, dommage qu'il ne nous a pas rejoint. Sinon, moi, j'ai une question pour tous les participants. Jacinto, peut-être? Non? Oui. Bon, j'ai la question qui a été soulevée par nos amis du Canada, la question du concept sur la société civile, la question de caractère endogène de nos modèles, etc. Bon. Tu as 2 minutes, mon ami. Hein? 2 minutes. OK. Non, justement pour dire que, par exemple, moi j'ai pris comme référence le concept de la société civile assumé par la Banque africaine de développement. Voir les documents qui s'appellent le cadre d'engagement consolidé avec les organisations de la société civile. Mais le problème majeur, ça dépend du cadre légal et constitutionnel qui existe dans les pays africains. Par exemple, au Cap-Vert, la Constitution de la République est claire. Et la Constitution de la République impose
comme une des tâches fondamentales de l'État, la promotion à l'émergence d'une société civile autonome. Et la conception de l'exercice de la gouvernance et du pouvoir, c'est partagé entre l'institution publique et la société civile organisée. Donc, l'organisation de l'État capverdien établisse que, excusez-moi la redondance, que l'État a comme les tâches de soutenir les efforts de la société civile. C'est la conséquence logique, naturelle, que l'État partage les ressources et disponibilise les ressources pour la société civile pour la réalisation des tâches que ne sont pas d'État tout court, mais d'intérêt général. Par exemple, je termine, quand une association définisse comme le but de l'intervention travailler avec les personnes handicapées, les personnes âgées, dans le domaine de l'éducation, la santé, etc. Ça, c'est du rôle, c'est la fonction de l'État. Mais comme l'État ne peut pas accomplir cette tâche, il partage. Mais il a une démocratisation de l'accès et de l'usage des ressources de tout le monde pour mener à ce travail. Ça, c'est un élément que je considère, et dans nos circonstances, et je pense aussi en Europe, ça c'est valable, il ne faut pas l'opposer, la société civile à l'État. Bon, il y a d'autres domaines de l'économie sociale solidaire. Quand je prends les coopératives, les mutualités, ce sont des entreprises à finalité sociale. Donc, ces entreprises-là doivent s'insérer dans le marché et doivent obtenir des ressources auprès du marché de la banque pour financer ces activités. Mais l'État, quand il considère qu'il y a des couches de la population marginalisées et pour des raisons politiques, éthiques et morales, il doit promouvoir l'inclusion sociale et productive, l'État doit établir les mécanismes de collaboration, de protocoles de collaboration dans le sens de la complémentarité, de la concertation pour le développement. Ma perspective, c'est que l'avenir de la société civile, l'économie sociale et solidaire en Afrique doit se faire maintenir son identité et son autonomie dans un cadre de politique publique inclusive. Voilà. Bravo, bien dit mon ami Jacinto. C'était très clair. La question de l'autonomie de la société civile dans le cadre des politiques de développement se pose avec acuité. Bien sûr qu'il y a plusieurs expériences différentes d'un pays à un autre. La meilleure façon pour inclure et intégrer la société civile dans les pratiques de développement, c'est une démarche participative, inclusive, et bien entendu, une société civile assez riche, structurée, démocratique, peut contribuer favorablement à la mise en place des politiques de développement, développement inclusif. Il y a Sid Ahmed Soussi qui veut prendre la parole. À toi, Sid. Oui, merci de m'avoir donné la parole. Je vais pas la garder longtemps là, parce qu'on est vraiment serré par le temps. En tout cas, je comprends parfaitement la réponse que vient de donner Jacinto à mon intervention et je suis tout à fait d'accord avec lui. Je partage tout à fait son point de vue quant au fait qu'il ne s'agit pas d'opposer État et société civile, mais qu'il s'agit surtout de construire un rapport à l'État à partir d'un rapport aux politiques qui soit pluraliste, qui caractérise surtout le contexte, j'allais dire, l'écologie politique dans les sociétés occidentales. C'est précisément ce pluralisme-là qui fait parfois défaut dans les sociétés africaines, il faut bien le dire. Et que donc, de ce point de vue-là, nous sommes tout à fait d'accord.
il n'en reste pas moins que pour définir les réalités africaines, très souvent, que ce soit en économie, par exemple, pour rendre compte de ces rapports aux politiques souvent très durs. On parle d'informalité, par exemple, etc. Donc, je pense qu'il y a un gros effort à faire aussi d'appropriation, comme le disait tout à l'heure Youssef, à la fois des réalités et de la façon de les penser et de les construire. Maintenant, j'ai juste une petite proposition à faire très rapidement, mon cher Youssef et chers amis, c'est que faire maintenant, que faire ensuite, parce que je trouve que ce débat-là ouvre des portes, ouvre des horizons, et permet surtout, c'est quand même rare, moi je le sais parce que j'ai beaucoup de collaborations avec des collègues africains et puis d'autres organisations de la société civile, dont notamment de plusieurs organisations syndicales. Le fait est que se pose, et c'est la première fois que je vois justement un forum, un espace où il y a un véritable débat non seulement entre universitaires, mais aussi entre acteurs universitaires autour de cet objet qu'est l'économie sociale et solidaire, et par le biais justement de ces instruments d'analyse que sont la société civile et le rapport aux politiques. Donc, je te lance la responsabilité, mon cher Youssef, de voir donc, comment on peut poursuivre cette discussion, comment on peut poursuivre sous d'autres formes cet échange avec nos amis et entre nous. Voilà, merci. Merci, Sid. Bien entendu, ce n'est qu'une première étape d'une série de sessions, de réflexions que nous voulons mener avec cette diversité d'acteurs et bien entendu en partenariat avec le Global Social and Economic Forum de Séoul, que je remercie encore une fois au nom de tous les participants de nous avoir donné l'occasion d'organiser cette session de l'Observatoire des transformations sociales. Et bien entendu, on va trouver le moyen avec nos collègues du forum, avec Benjamin et Laurence, pour mettre en place d'autres sessions de réflexion, parce que c'est un sujet très intéressant qui nous aidera à outiller l'acteur de la société civile en vue d'être utile et efficace dans son intervention pour la communauté. Malheureusement, on est contraint par le temps et je suis dans l'obligation qui sera suivi d'un débat. Dans notre débat, on s'engage sur cette voie, sans doute. Donc, je remercie tous les participants. Je suis désolé de terminer, voilà, parce qu'on a dépassé le temps à un quart d'heure après le temps qui nous est imparti. Et les collègues, les amis qui ont contribué à la réussite de cette rencontre. Merci encore une fois. Je tiens à souligner que Hakima Boufi-Doraifi assure le rapport de cette session. Une fois achevé, je le partagerai avec vous, bien entendu, pour avoir des retours de votre part et préparer une autre session d'une manière plus participative, cette fois-ci avec vous. Merci Benjamin, encore une fois, merci tout le monde d'avoir contribué avec nous. On espère ouvrir le débat, la réflexion sur notre continent pour pouvoir apporter, sinon des réponses, du moins des questions qui peuvent nous éclairer dans notre quête du sens dans les pratiques de développement territorialisé.